afin de contrôler les crues du Nil et de permettre une meilleure exploitation des terres cultivables, un premier barrage fut construit au sud d'Assouan et inauguré le 10 décembre 1902. Mais au début des années 50, la croissance démographique est telle qu'il devient impératif pour la survie de la population de fournir une irrigation suffisante pour assurer 3 récoltes par an. Plutôt que de surélever une nouvelle fois l'ouvrage originel, comme on l'a fait en 1912 et en 1929, le gouvernement décide la construction d'un nouveau barrage à 6 km en amont du premier. Le réservoir de ce barrage deviendra l'immense lac Nasser, long de 550 km et large en moyenne de 10 km. Mais en plus des problèmes causés à la population, l'eau submergera pour toujours des trésors archéologiques inestimables, entre autres les temples d'Abou Simbel. La seule solution pour les sauver est de les démonter et de les remonter à un nouvel emplacement, 65 mètres plus haut et 200 mètres en retrait du fleuve. C'est la réalisation de cet incroyable défi que ce film va vous raconter. Le monde entier s'émeut des menaces qui pèsent sur les monuments de Nubie. La République arabe unie fait appel à l'UNESCO qui lance une campagne internationale pour sauver cet héritage du passé. Plus de 50 pays acceptent de partager la charge financière de l'opération. Alors commence une course contre la montre et contre la montée des eaux. On propose diverses méthodes et finalement, on choisit le plan que voici. On construira un bâtard d'eau de pales planches pour protéger les temples pendant les travaux. Sur la façade, un matelas de sable recouvrira les statues de Ramsès. À l'intérieur, on construira tout un système de soutènement en poutrelles d'acier. On déblayera enfin la roche entourant le temple, excepté une cuirasse de 80 cm. Les temples eux-mêmes seront découpés en blocs de 20 à 30 tonnes et mis en sécurité dans une zone de stockage. Puis les temples seront reconstruits sur un nouvel emplacement, à 60 mètres plus haut, et leur décor naturel reconstitué. En novembre 1963, le consortium d'Abou Simbel, groupant des entreprises de travaux de 5 pays, reçoit le contrat pour le transport des temples. La mission est délicate. Le climat et l'éloignement augmentent les difficultés. La ville la plus proche, Assouan, est sur le Nil, en aval, à près de 300 km. Aucune route pour acheminer les matériaux, les machines, le ravitaillement. Un chargement vient-il d'Europe? Il lui faut 5 mois pour arriver. Le trajet du Caire exige 1 mois ou 2. Pourtant, il n'y a pas de temps à perdre. Avant même de bâtir des logements pour le personnel, il faut entamer la construction de la digue qui s'appuiera sur les pales planches. Son sommet doit se trouver à 28 mètres au-dessus du lit de la rivière. Début novembre 64, cette course contre la montre atteint une phase critique. Après des pluies abondantes en Éthiopie, le niveau du Nil s'élève jusqu'à 2 mètres du sommet de la digue. Partout, on travaille sans relâche. Avant de commencer le découpage des statues, toute la façade doit être recouverte d'un bouclier de sable fin pour la protéger des chutes de pierre. Aux endroits les plus délicats, le sable est appliqué à la main.
Des excavatrices spéciales se mettent à l'œuvre au-dessus du temple sur le plateau déblayé. Une garde empêche les gros blocs de choir sur le bouclier de sable protégeant la façade. Tous les déblais sont utilisés pour construire la digue. Fin février 65, la digue est terminée et la façade est de nouveau enfouie sous les sables comme avant sa découverte. Pour atteindre l'intérieur du temple, la seule voie est un étroit conduit d'acier. À l'intérieur des temples, 240 tonnes de poutrelles d'acier assurent le soutènement. Pour ne pas léser la décoration des murs ou des plafonds, les supports métalliques sont garnis de coussins de feutre ou de matière plastique. Chaque élément est numéroté pour que le réassemblage suive l'ordre inverse du démontage. Les difficultés commencent vraiment quand on attaque les roches dominant les temples. Le mouvement rapide des fils métalliques sépare d'énormes blocs. Puis les tronçonneuses entrent en action. Mais ce n'est encore qu'une répétition générale. Il n'est pas nécessaire ici d'atteindre une extrême précision. De larges traits sont tolérés. On fait éclater la roche, morceau par morceau. Les marteaux-piqueurs ne servent qu'à l'extérieur de la taille. Les appareils de contrôle mesurent constamment les vibrations qu'ils provoquent. Le volume des roches dominant les temples diminue sans cesse. 2 derricks sont parés à enlever les blocs déjà sciés. Et voici que commence la plus délicate des tâches. Les coupes si fines qu'elles doivent être faites à la main. La roche est si fragile que le seul contact de l'eau la réduirait en poussière. Chaque bloc doit être soigneusement marqué pour qu'on le remette exactement à sa place en reconstruisant les temples. 1047 blocs pour les monuments, 7700 blocs pour la masse rocheuse qui les entoure. Poids moyen des blocs, 20 à 30 tonnes. Pour transporter sans risque les blocs les plus lourds, on fore dans leur masse le logement des barres d'ancrage et on le garnit de résine synthétique afin d'absorber les efforts inopinés et excessifs. Les blocs les plus massifs proviennent du découpage de la tête des statues. Les ingénieurs tenaient à y limiter les traits de scie. On a commencé par protéger les surfaces de coupe au moyen de revêtements plastiques.
Et dès le premier trait de scie, il a fallu continuer la tâche sans arrêt, jour et nuit. À la moindre pause, la roche friable couturait de traits durs, risquait de s'effriter. Voici l'instant que journalistes et photographes ont attendu toute la nuit. Ramsès est amputé de son visage. Ultime et majestueux regard sur la façade dénudée avant d'être emporté vers l'aire de stockage par une plateforme surbaissée. Les aires de stockage se trouvent à proximité de l'endroit où l'on reconstruira les temples. On note la position et le numéro de chaque bloc, comme on le ferait d'un livre dans une bibliothèque. De ce séjour temporaire, le pharaon pourrait contempler les toits ronds des maisonnettes construites pour 1 millier de travailleurs. Il pourrait même apercevoir la piscine et son eau limpide, vrai mirage dans le désert. Le Nil dépasse à présent le niveau de l'ancienne base des temples. Le Batardo a tenu bon, les monuments ont été sauvés à temps. Les jours passent. Le découpage et le transport des blocs sont devenus une routine. Pas un chaos dans le transport. Chaque bloc est maintenu dans sa position d'origine pour prévenir les cassures qui pourraient résulter d'une variation des forces de pression. Dans l'intérieur du temple, le travail progresse rapidement. Chaque jour, de nouvelles merveilles de l'art s'offrent à la lumière. N'y a-t-il point un peu de crainte dans le regard que le divin pharaon semble jeter sur notre ère technicienne, notre ère qui le garde de tomber en poussière grâce à la résine synthétique ? On découpe les piliers à fin trait de scie, avec des précautions infinies. Exposées aux intempéries, ces surfaces sont d'une extrême fragilité. Désormais, même si les eaux devaient submerger la digue avant l'heure prévue, elles ne pourraient plus noyer que les pieds et les chevilles du pharaon. Le dernier bas-relief est prêt pour le transport. Étrange coïncidence, il porte une devise qui est aussi celle du sauvetage d'Abou Simbel. L'union du Haut et du Bas Nil, symbole de richesse et de fertilité.
Et déjà sur le plateau se prépare la reconstruction. On a d'abord procédé à un vaste nivellement, puis on a calculé exactement l'axe de construction afin de retrouver 2 fois l'an le même prodige lumineux. Et l'on commence à reconstruire l'intérieur du temple. On emploiera le soutènement qui a assuré la sécurité du démontage. L'assemblage des gros blocs des façades montre la précision du découpage. Cet assemblage s'accomplit aisément. L'emplacement initial est désormais abandonné, submergé par le Nil. Mais à leur nouvel emplacement, les monuments ressuscitent à mesure que chaque bloc retrouve sa place. Et c'est la phase finale, le remontage des colosses de 20 mètres. Le pharaon retrouve son visage, moment d'exaltation. On va savoir si l'œuvre est réussie, si les statues ont même apparence qu'avant l'opération. Cependant, la prouesse technique du transport et du remontage ne signifie pas la fin des travaux. Le paysage rocheux, si caractéristique autour des temples, doit être reconstitué tel qu'il était. Il faudra donc le remodeler sur 12 000 mètres carrés. Et pour commencer, protéger les temples par des dômes de béton. Au-dessus du grand temple, la voûte a plus de 60 mètres de portée. Elle est faite de segments de béton larges d'1,80 m au sommet et de 2,30 m à la base. Cette construction géante a exigé 10 000 mètres cubes de béton. À son sommet, la voûte a 10 mètres d'épaisseur. Elle devra supporter une charge de pierre de 20 tonnes au mètre carré. Au-dessus du temple, la masse de pierre est d'environ 350 000 mètres cubes. Le dôme du petit temple, 3000 mètres cubes de béton, a une portée de 25 mètres. On met en place les derniers blocs de la façade du petit temple. Il faudra encore retrouver l'exacte disposition des 7700 blocs découpés entre les deux temples. Et voici les travaux de finition, de restauration sur le grand temple. La façade est protégée des fissures et des intempéries. Il faut qu'elle puisse durer encore des siècles. Les traits de scie bouchés, qui pourrait croire que le temple a été entièrement découpé?
aussi les temples d'Abou Simbel, prêts à saluer de nouveau le lever du soleil. Ils porteront témoignage à la fois du génie de la civilisation antique et de la miraculeuse habileté des techniques modernes. Ils témoigneront aussi de la volonté du monde de préserver le meilleur de son passé sans renoncer à construire l'avenir et de s'appuyer sur la coopération internationale pour mener à bien ce grand dessein.